Donc parmi les dérives, là je vais aller beaucoup plus vite, donc le manque d'anticipation, tu peux avancer, vas-y. Manque de formation des agents. Il faut savoir qu'on est, rappelons-nous, hein, la loi 92. Et c'est en 2017 que pour la première fois, il va y avoir un référentiel national sur le contenu de la formation des agents des services. Ce qui fait que, pardon, les contrôles de bois mouillé, comme on dit, hein. Ensuite, ces déséquilibres dans l'organisation des services, la plupart du temps, donc, avec des effectifs supérieurs à ce qu'il est nécessaire pour remplir ses obligations. Comme on est en budget autonome et équilibré, nous sommes ce qu'on appelle la variable d'ajustement. Donc, quelles que soient les dépenses, on ne regarde pas si c'est justifié ou pas justifié, il faut équilibrer, donc on paye, donc on augmente les redevances, et comme ça ne suffit pas, on augmente la fréquence des contrôles, etc., etc. Et c'est comme ça que vous arrivez au montant de redevance que vous avez ici. Oui, la vache à lait, c'est la vache à lait. Alors, dans d'autres... vas-y, tu peux avancer. Quelque chose qu'on a aussi beaucoup contesté. Alors, c'est pas trop... ça semble pas trop être le cas chez vous, parce que on peut comprendre que la collectivité qui est en charge de ce service-là ne doit pas être très à l'aise. On paye ou on paye pas, je sais pas ce que j'ai compris. Bon, on fait des relances, mais ça reste encore gentil, voilà, gentil. Ça veut dire qu'on ne doit pas être très à l'aise par certains côtés. Mais en tout cas, dans un certain nombre d'endroits, il y a eu une vision de l'ANC, des usagers de l'ANC, où nous étions considérés tous comme des délinquants en puissance. Hein. Des gens qui ne veulent rien savoir, qui ne veulent rien payer, qui polluent. Alors, nous étions devenus les plus gros pollueurs de la planète, alors qu'au final, dans le pire des cas, nous représentons moins de 1% des pollutions diffuses. Donc, c'est quand même... Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit s'autoriser pour autant à polluer tous autant puissants. Hein, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Mais alors, ramenons à 10 proportions de l'impact réel que nous avons. Ensuite aussi, dans la façon d'interpréter l'état de fonctionnement de nos installations. Donc pendant les contrôles de bon fonctionnement, les contrôles périodiques, alors, vous avez ceux qui viennent, qui regardent, ouais, ok, c'est bon, et puis j'ai vu, vous m'avez rapporté des cas où on reçoit un compte rendu de contrôle en disant c'est non conforme, alors qu'on n'a même pas pris le temps et la peine de regarder exactement comment ça fonctionne. Donc ça, c'est parfaitement inacceptable. Et des travaux forcés, parce que souvent, nous avons pu voir des situations où l'installation, par exemple, n'était pas complète. Il manquait un petit morceau, surtout sur les installations anciennes. Et où il était décidé, imposé un remplacement intégral de l'installation, donc ce qui est parfaitement abusif. Alors, le montant des redevances, et c'est là que je disais, hélas, vous avez remporté le pompon. Nous étions dans toutes nos enquêtes nationales et qui ont été confirmées récemment par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, une fédération nationale de collectivités locales, qui a sorti à l'automne sa propre enquête sur le montant des redevances et qui dit les mêmes choses que nous. Voilà. Donc, ce que nous avons remarqué, alors le calcul, nous le faisons sur 10 ans. Pourquoi? Parce que, comme il doit y avoir au moins un contrôle tous les 10 ans, pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Hein. Donc quand on recalcule le montant des redevances périodiques sur 10 ans, ça va de 40 € pour 10 ans à 650 € pour 10 ans, ce qui était votre cas. Ah, oui, c'est ça, 630, 650. Parce qu'il y a eu une petite fluctuation, mais voilà. Donc vous êtes au top du top. Hein, de même que la fréquence... alors, le prix moyen de ce contrôle annuel, donc le prix moyen, avec ces fourchettes-là, heureusement, il n'y en a pas beaucoup à 650, hein, mais quand on y est, ça fait mal. Le prix moyen, c'est 85 € hein, pour un contrôle. Et c'est tellement vrai, d'ailleurs, qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure avec les amis, là, le contrôle qui est fait quand on a une installation neuve, donc contrôle de bon fonctionnement, il est évalué à 150 € hein, en 2 fois.
Donc, et on sait qu'un contrôle de conformité pour une installation neuve, c'est une prestation qui est plus lourde qu'un contrôle périodique. Hein, puisqu'il s'agit de vérifier d'abord si c'est l'installation qui est bien conforme au terrain, bon, etc. Ensuite, quand l'installation est mise en place, avant le recouvrement, d'aller vérifier que ce soit fait en conformité. Donc on sait que ça, c'est à peu près un double de travail qu'un contrôle périodique. Donc si on revient, ça veut dire que votre collectivité reconnaît en fait un montant de contrôle de conformité pour une installation neuve qui est, on va dire, correct, et c'est simplement le contrôle périodique qui est pas. Ensuite, tu peux avancer. Donc, parmi les autres dérives, et on est en train d'en sortir un petit peu, et il faut faire attention parce que j'ai entendu que certains d'entre vous sont en train de se faire vendre notamment des installations compactes sur la région, des installations miracles. C'est que les professionnels, les industriels qui ont flairé ce marché-là, après la loi de 92, nous sommes 5 millions de ménages en France. Donc eux, ils en ont déduit, il y a 5 millions d'installations à refaire. Et ils se sont battus bec et ongle pour que la réglementation évolue dans ce sens-là, pour nous imposer ce changement intégral des installations. Donc nous avons, c'est pratiquement 15 ans de bataille dure que nous avons dû mener pour cela, face à cela. Et aujourd'hui, les pouvoirs publics, les agences de l'eau qui connaissent bien le terrain aussi disent la même chose. On évalue à peu près à 10% du parc, donc en gros 500 000 installations sur toute la France. Par rapport à 5 millions, on voit quand même la différence. Hein. C'est pour ça qu'on parlait des travaux forcés tout à l'heure. Ensuite, il y a aussi tout un lobbying qui a été mené par des industriels qui fabriquent ce qu'on appelle des microstations ou des installations compactes. On n'est pas par principe opposé à ce type d'installation qui peuvent être adaptées si elles sont bien conçues et qu'on nous a bien tout dit avant de nous les vendre. On pourra y revenir dans les questions tout à l'heure. Mais pour qu'en fait les installations qu'on appelle traditionnelles, la fosse septique ou la fosse sous eau principalement, c'est ringard quoi. Hein. On a encore une fosse septique, mais enfin vous êtes complètement ringard. Alors enfin franchement, voilà. Et là aussi, avec des batailles assez dures, assez rudes. Bon, globalement, la réglementation donc, de 2012 traite sur le même plan des installations traditionnelles et des installations qu'on dit agréées, parce que les autres, les microstations, les installations compactes, la phytoépuration, qui est d'une autre nature, doivent être agréées par les pouvoirs publics avant d'être mis sur le marché et installées. Donc on appelle les installations agréées. On a vu aussi une augmentation des tarifs. Au fur et à mesure que les agences de l'eau puis des collectivités se sont mis à subventionner les travaux de l'ANC, ben, comme par miracle, l'effet d'aubaine qu'on connaît bien, ben, les prix ont monté. Quoi, hein. Mais ce qui fait que le différentiel de notre poche, c'est toujours le même. Hein. Voilà. Et donc, en gros, pour terminer sur ce constat, c'est que ce que nous dénonçons le plus, donc limite de l'impact sanitaire et environnemental, et alors on a voulu nous imposer une arme atomique pour écraser une mouche. Hein, on ferme les yeux depuis des décennies sur les pollutions diffuses qui nous posent de vrais problèmes sur la qualité des ressources en eau. Là, on ferme les yeux, où on est très en retard, très en retard. La loi sur la protection des captages d'eau, c'est 1906, hein, c'est pas 2006, c'est 1906. Et on en est encore à définir les 100 ou 200 périmètres prioritaires qu'il faudrait. Non, enfin, on marche la tête. Et donc, vouloir nous imposer ce qui a failli nous arriver pour l'ANC, c'est tout simplement, tout simplement pourquoi ? Parce que nous sommes considérés comme complètement captifs. Hein, comme si on n'était pas capable de se réunir et puis finalement de se regrouper et puis de peser un peu sur le cours des choses. Et comme vous êtes en train de démontrer qu'on est capable de se réunir et de peser sur le cours des choses, on va voir maintenant ce qu'on peut faire. Alors, sur ce coût global, parce qu'on nous a longtemps expliqué, et un certain nombre, y compris dans les administrations, les professionnels, nous disent vous avez de la chance en ANC, ça vous coûte beaucoup moins cher
que l'assainissement collectif. Alors c'est vrai que l'assainissement collectif coûte cher, il est subventionné aussi différemment que l'assainissement non collectif. C'est là où l'assainissement, comme je vous le disais au tout début, collectif est très problématique, c'est quand on tire 15 km de tuyaux pour accorder 3 maisons. Là, oui, non, ça, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Mais quand on fait le calcul, et ceux d'entre vous, ici, je sais qu'il y en a dans la salle, qui ont fait un investissement récent d'installation entre 8, 9, 10, 15 000 euros, ça peut aller jusque-là. Alors, simplement, si on prend le prix moyen d'une installation neuve, donc l'étude de sol, l'achat de l'installation, la pose de l'installation, entre 8 et 9 000 euros. Le prix moyen. À cela s'ajoute, selon les installations, notamment les installations compactes, des coûts d'entretien, de maintenance. Pour certaines d'entre elles, l'obligation d'un contrat d'entretien. Et puis on nous répond, bah, vous le faites bien pour votre chaudière à gaz. Effectivement, pourquoi pas. Plus les redevances, plus les vidanges. Certaines microstations, celles-là elles sont retirées du marché maintenant, c'était jusqu'à 3 vidanges par an. Celles-là elles ont été retirées du marché. Donc tout ça, recalculé, on a fait 2 calculs, sur 10 ans et sur 20 ans. On a dit, ouais, mais vous ne tenez pas compte de l'amortissement de 7 ans. Alors, si on calcule, là on a fait sur 10 ans, donc ce coût total, hein, investissement, fonctionnement, entretien, études de sol, redevances, etc., et bien sur 10 ans, avec une consommation moyenne des ménages qui est évaluée encore aujourd'hui à 120 mètres cubes par an, ça coûte, ça pèse, si c'était payé sur notre facture d'eau comme l'assainissement collectif, ça représente 7 euros par mètre cube d'eau consommée. 7 euros. Plus du double que l'assainissement collectif. Seulement, tous ceux qui vous ressortent des statistiques, ils ne parlent jamais de l'investissement de départ. C'est facile. Hein, voilà, donc c'est ça. Alors ça commence à ébranler un petit peu quand même. Hein, mais c'est ça la réalité. Voilà, donc, bon, alors on peut passer. De nombreuses enquêtes que nous avons pu faire. Et tous nos chiffres sont plus contestés par personne. Les dernières actions en date sur ce plaidoyer donc pour un renouveau de l'ANC et des sports, nous avons eu quand même 35 parlementaires qui ont posé question écrite au ministre sur ces dérives et sur ces pratiques anormales, voire illégales pour certaines d'entre elles. On va y revenir sur votre redevance annuelle. Les pouvoirs publics ont mis en place depuis 2009 le PADANC, ça veut dire ces plans d'action national sur l'ANC. C'est un programme en fait qui réunit les différents ministères concernés, les professionnels et les usagers pour regarder comment les choses se mettent en place, corriger ce qu'il y a lieu de corriger et faire évoluer la réglementation. Et nous y sommes très impliqués. Tu peux... Oui, tout à fait. Voilà, le marché dont je vous en ai parlé. Alors, il y a peut-être un point qui a vraiment avancé en 2016, donc suite à ce plaidoyer et à ces questions écrites, c'est que dans les principaux ministères, donc c'est environnement et santé, c'est les deux qui ont la co-responsabilité de l'ANC, et les ministres, dans les réponses qu'ils ont apportées, publiées au journal officiel, ont rappelé quand même cette priorité. La priorité des contrôles, absence d'installation et installation présentant un danger pour la santé et un risque avéré pour l'environnement. Donc là, rappelle que la priorité, c'est ça. Et on arrête de casser les pieds à tous les autres. Hein, donc c'est la partie qui est en train de se jouer, c'est celle-là, là maintenant. Vas-y. Voilà, donc ce qu'on peut... Peut-être quelques leviers, et donc vous allez pouvoir vous emparer localement. Donc le transfert de compétences, là, il est opéré là maintenant pour vous, puisque c'est l'aglo. Je ne sais pas s'il y a un projet éventuel de regroupement encore entre aglo ou pas, ou si c'est figé maintenant. Donc si ça bouge plus, non, c'est ça Actuellement, c'est fixé pour 12 ans. C'est fixé ça dans son contrat de DSP, je veux dire. Oui. Voilà. Mais de fusion entre agglomérations éventuellement. Il y a de prévu pour le moment. D'accord. Alors,
deux ou trois repères, puis j'arrête là. Quand il y a un contrôle périodique et qu'il est fait correctement, votre installation n'est pas complète. Par exemple, il y a des habitations anciennes où il y a une fosse septique et on ne traite pas les eaux ménagères. Moi, chez moi, à la sortie de l'évier, c'est là où vous poussez le plus joli persil. Hein. Voilà. Bon, ceci dit, c'est effectivement, ce n'est plus conforme, mais il est hors de question d'accepter qu'on nous dise vous devez tout refaire. Si la fosse septique marche et la réglementation est claire, elle est conforme. Et donc, il suffit de faire une petite installation adaptée à seulement les eaux ménagères pour être en conformité totale. Donc, voilà, c'est quelques exemples comme ça, quelques repères. Les filières, là aussi, nous sommes libres de choisir, à condition que cela corresponde à la nature du sol de notre parcelle. Hein. Bien évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Mais nous sommes libres de choisir nos entreprises, le type d'installation que nous voulons mettre. Et dernier point, je termine sur les redevances. La redevance que vous payez, qui de fait s'assimilerait plus à une taxe annuelle et un abonnement au service qu'à une redevance pour service rendu. Là, nous avons engagé des actions en justice dans ce domaine-là. La jurisprudence est partagée. Le Conseil d'État n'a pas voulu se prononcer complètement. Et j'attire votre attention là-dessus parce que ça peut vous être opposé. Il y a un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux qui a cassé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait jugé illégal donc cet abonnement annuel, puisque redevance du service rendu. Et sauf que ce qu'elle n'a pas voulu voir, c'est que dans ce service-là, le règlement de service, donc créer cette redevance annuelle, sauf pour les usagers qui l'ont refusé. Donc ils ont considéré comme légale cette redevance parce que de fait elle ne s'imposait pas. Donc il ne faut pas hésiter à dire non, mais c'est faux ce que vous dites. Hein. Dans le principe général, et les cours des comptes, comme la Cour nationale des comptes, je crois qu'elle a rendu ces jours-ci son rapport, et les cours régionales des comptes, les CAP qui ont commencé à faire des contrôles de SPANC, mettent bien le doigt là-dessus et regardent si la redevance est bien perçue lorsque le service est rendu. Donc on peut aussi s'appuyer là-dessus, et ceux d'entre vous chez qui vous payez chaque année, alors que même l'état des lieux qui devait être fait avant le 31 décembre n'est toujours pas fait, enfin bon, il y a quand même matière à discussion. Voilà, donc bon, on va passer vite là-dessus parce qu'on pourra y revenir avec vos questions tout à l'heure. Il y a deux points quand même qui restent importants, c'est les financements des agences de l'eau, donc en cas de travaux, hein, s'ils s'avèrent indispensables. Les agences n'ont pas harmonisé leurs critères, donc bon, chacun là aussi fait ce qu'il veut, donc c'est pas normal. Et ensuite, il y a quelque chose qui est en train de se développer et qui n'est pas pris en considération. Il y a des révisions de plans locaux d'urbanisme, les PLU. On est quand même dans une logique où on va redensifier un peu l'habitat, hein, on va faire moins de disperser un peu partout. Et donc la question va se reposer dans un certain nombre de territoires où on était en assainissement non collectif, à peut-être revenir à du collectif, parce que la concentration des habitations va permettre ça. Et revenir en collectif, ça ne veut pas dire forcément la grande installation avec des kilomètres et des kilomètres de tuyaux. On a plein de collectivités aujourd'hui qui font le choix pour un petit hameau, un petit lotissement, une installation de lagunage, enfin, etc. Donc il faut bien s'accrocher à ça et en tout cas exiger que tout soit mis sur la table, que les études comparatives soient faites et que l'on prenne bien la solution qui est la plus adaptée et au moindre coût. Voilà, merci. Moi, je prends la suite pour vous essayer de vous expliquer un petit peu comment s'est créé cette SPANC au niveau de la communauté d'agglomération, sachant que ce n'est pas toujours facile parce que